Sol, quand on regarde aussi, outre la topographie naturelle, il y a la composition. Vous voyez, on parlait ici des sols acides et des sols alcalins, c'est le type de sol. Vous comprenez? Alors, en principe, un vrai projet de pisciculture nécessite qu'on fasse une étude du sol en question, qu'on prenne un échantillon, qu'on fasse une analyse laboratoire, pédologique, pour avoir une idée de sa composition. Vous comprenez? Après, avant même de regarder, est-ce que l'eau que je vais utiliser est de bonne qualité? Est-ce que le sol aussi est propice? Mais en principe, c'est ce qui devrait être fait. Maintenant, si vous constatez que le sol n'est pas... le sol est beaucoup trop ferritique, en principe, vous devez le laisser tomber et changer de zone. Mais si vous me demandez de vous apporter un moyen de correction, je pense que le Congo est beaucoup trop riche dans son sous-sol. On ne peut pas terminer ces minéraux en 2 ou 3 jours. Comment on va faire? Changer de zone, tout simplement. Limitez-vous à la correction quand c'est possible. Dans un bac, limitez-vous à l'utilisation d'un tuyau en PVC plastique, par exemple. Dans le marécage, évitez de prendre des zones où il y a une forte présence de rouille visible à l'œil nu. Mais pensez à un traitement du sol, mais là, vous aurez des problèmes déjà avec le ministère de l'Environnement qui va vous demander de justifier pourquoi vous voulez apporter tant ou tant. Parce que lorsque vous allez traiter ce sol comme vous voulez le faire, avec le lessivage, vous allez contaminer les exploitations d'à côté qui font de l'agriculture. C'est un problème en fait. Donc, il n'est pas favorable pour la pisciculture, passer à autre chose. Merci. Oui, madame. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà pourquoi le collaborateur disait tantôt, tout à l'heure, les gens qui ont des projets déjà engagés, parce que le temps ne nous permet pas de tout dire en salle. Je suis disponible pour vous écouter individuellement, porteurs de projet ou ceux qui sont déjà en activité. Comprendre vos difficultés, vous donner des conseils spécifiques à vos besoins. Vous voyez? Parce que si on résout les problématiques d'ensemble ici, parce qu'on pourra prendre toute la journée, ça ne finira pas. Je ne vous ai pas demandé d'abandonner votre projet ou d'annuler ou de tout arrêter. Déjà, il faudrait que je comprenne comment il fonctionne. Que je fasse un audit ou diagnostic. Vous voyez? Et à partir de là, je comprendrai comment je peux vous orienter pour que vous puissiez soit continuer ou soit recommencer. C'est ça. Oui, monsieur. Oui, en fait, c'était juste pour rappeler la préoccupation de madame. Oui. Je crois que c'était ça même la conclusion hier. Parce qu'elle dit que la plupart des facteurs qui va permettre qu'on besoin de voir là-bas. Il était question des apports. Ces apports qui ont un impact soit négatif, soit positif. Et comme vous parlez de la solution, on s'était dit que nous aurons des réponses à la pratique alimentation. Parce que c'est pour la plupart de ces facteurs, il y avait une question d'apport. Les apports, comme vous avez parlé de la manière, on parlait de, je ne sais pas, les solides, et tout ce qu'on vient de voir là-bas. C'est donc avec les apports qui sont pour la plupart constitués des aliments que nous amenons, les déchets. Si vous avez par exemple installé un projet de porcherie ou de poulain, là on se disait qu'il faut par exemple autant de coûts pour telle superficie, ce sont des problèmes qui auront solution dans la partie de l'alimentation. C'était ça la condition même de la journée d'hier. Je crois que si c'est une partie qui sera abordée aujourd'hui, demain, donc je crois, comme on m'avait aussi répondu, que nous n'avons pas vraiment réglementé et qu'on n'a pas interdit, ou bien on ne nous a pas dit d'aller suspendre nos projets. Je crois que nous aurons des réponses à ces différentes difficultés. Bon, peut-être qu'on n'avait pas très bien compris. La question des uns et des autres, notamment sur la gestion de l'eau, prenait son essence avec l'alimentation. C'était ça la précision. Je n'ai pas dit qu'après la partie alimentation, les gens n'auront plus de questions, ou les gens n'auront plus de besoins, ou les gens ne seront pas se poser la question de savoir est-ce que je dois arrêter, continuer, recommencer.
Il n'y a pas de lien. Vous-même, personnellement, vous ferez le point intérieurement, après ce qui sera dit, et vous allez répondre à votre question, vous-même. Est-ce que je dois continuer comme je fais souvent, ou je dois recommencer, ou je dois continuer, ou bien je dois vider. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, je suis ouvert et disponible pour discuter. Si vous avez un projet en cours, après la séance de ce matin, dans mes après-midi, on peut discuter. Vous nous rapprochez, nous avons un salon à l'étage, on discute, vous m'exposez votre problème. Mon exploitation est comme ça, comme ça, comme ça. Je produis comme ça, comme ça, comme ça. Je suis dans l'activité depuis tel nombre de temps. Voilà mon processus de production, voilà mes itinéraires de production, voilà ce que je fais, voici mes résultats. À l'issue de cette compréhension, je serai beaucoup plus mieux orienté pour savoir quoi vous dire, quoi vous donner comme recommandation. Je pense que c'est convenable. Parce que ici, si on accorde du temps à tout le monde individuellement pour recenser uniquement les besoins spécifiques, ça sera bien, mais ça va prendre beaucoup de temps. Donc, après la séance, je suis ouvert. Je peux recevoir chacun individuellement pour 30 minutes, 45 ou 1 heure pour qu'on discute. Il n'y a pas de problème. Utile. Le cas que vous pouvez prendre de chacun et donner des orientations. On est en train de me dire, si vous pouvez nous donner votre adresse mail, c'est peut-être le plus facile de vous contacter que de nous donner 2 ou 3 minutes parce que pour un projet, on a fait par exemple 2 à 3 ans. Je ne peux pas comprendre que je peux faire le contrat pareil et voilà. Vous pouvez nous donner votre adresse mail chacun de chacun. Même aujourd'hui, vous pouvez répondre parce que là, on met le message à la Oui, bien sûr, mes coordonnées étaient toujours disponibles. D'ailleurs, j'en ai refusé. Mes coordonnées n'ont jamais changé depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc, et aussi, pendant le Covid, nous avons compris qu'on peut travailler à distance. C'est possible. Avant, quand vous organisiez des réunions à distance, c'était un peu inconvenable pour certaines personnes. Avec le Covid, on a compris qu'on peut travailler chez soi. Et on est rentable. Donc, je pense que la distance n'est pas un problème. Quand vous avez déjà compris quoi faire, j'aurais aimé. Moi, j'ai un véhicule là avec un chauffeur. Je suis disponible même pour visiter les exploitations qui sont à proximité. Il n'y a pas de problème. Pour regarder et donner des conseils techniques et après faire le suivi derrière. Lorsque le tout a déjà été dit au téléphone, via WhatsApp ou à distance, tout peut se faire. Et je ne suis pas parti à la RDC, effectivement. C'est vrai que je voyage, mais je suis toujours à côté. Et actuellement, juste pour porter une petite précision, je suis actuellement en train de conduire un projet dans la localité de Tchamignongue avec la Copévie. C'est d'ailleurs cette mission qui m'a ramené ici, et c'est à mon retour que cette formation a été programmée. Parce que je prends le rôle à Béni. On a dit on s'arrête à Béni pour l'événement. Et je reviens de Tchamignongue. Je suis en train de superviser un projet qui est en cours depuis plus d'un an. La construction d'une station de production de clariès taille marchande sur le site dans le but de relancer un peu le déficit en poisson dans le lac Édouard. On travaille dessus. C'est encore en cours. Donc c'est l'un de mes mobiles en fait pour lequel je suis dans cette zone. Et je reviens sur invitation pratiquement tout le temps. Si les choses se prononcent très bien, je serai de retour ici en mars, donc dans un mois, pour une reproduction artificielle. Nous avons 1 million d'alevins à produire comme objectif. 1 million de clariès, donc ici mars. Et après, il va falloir faire le suivi derrière. Je pourrais revenir ici peut-être chaque trimestre ou chaque 2 mois. Donc je serai toujours dans le territoire ou toujours dans la province. S'il y a des besoins, cela n'exclut pas que je vienne ici tout seul. Je suis en train de travailler aussi pour gagner ma vie. Alors, lorsqu'on veut gagner, puis on se déplace quand c'est nécessaire. Il n'y a pas de souci pour un accompagnement quelconque ou un suivi, une assistance. Et moi, dans ma philosophie, je ne simplifie pas un projet, aussi petit qu'il soit. Du moment où il y a des résultats, pour moi, c'est le plus important. Parce que derrière un résultat, on gagne beaucoup après. Moi, j'ai aidé quelqu'un qui avait $300 pour commencer la pisciculture. Et derrière ce projet, j'ai gagné $50 000. Vous comprenez? Donc,
plus important, c'est le résultat. Et au début, on sait tous comment ça commence. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs, de dépenses. Tant pour vous que pour l'expert. On s'y consacre du temps et tout ce qui va avec. Et après, quand il y a des résultats, c'est le résultat qui nous donne des références. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à la formation qui a eu lieu hier? Des incompréhensions, des éléments d'ombre que nous aimerions qu'on éclaircisse. Oui, monsieur. Ma question, c'est sur les historiques des tableaux. Il y a certaines parties que l'on conseille à certaines personnes qui émettent dans des zones où la protection est difficile. Donc, il y a des collègues qui viennent ramasser une poisson avec des filets phosphore. Maintenant, certaines personnes conseillent de mettre des sticks de bois dans l'eau pour empêcher la manipulation facile de ces filets. Alors, ces sticks de bois-là, est-ce que ça constitue déjà un danger à qui de solide dans l'eau ou bien ça doit être des sticks à bois mort ou bien à bois sec? De quel type? Vous pouvez faire l'indication de quel type de bois dans l'eau. Ça c'est la première question. La deuxième question, ça concerne d'autres animaux aquatiques qui sont prédateurs vis-à-vis du poisson. Mais pour nous autres, c'est à peu près difficile de les éviter, comme les serpents. Même si on fait la protection pour tout, la nuit, il y a. Est-ce qu'il y a un produit qu'on peut mettre dans l'eau qui va être nocif au serpent, mais pas nocif au poisson? Ça, c'est par rapport à la ce système, on doit conseiller quelque part de mettre des cils particuliers, mais ces cils tendus de faire dans le temps pour empêcher ce élève de l'utiliser la silette. Et aussi, c'est savoir ça aussi. C'est pas nous qui Oui, c'est pourquoi hier d'ailleurs je disais que pour réussir un projet de pisciculture, si vous lisez bien les objectifs qui avaient été précisés au départ, il ne faut pas juste maîtriser l'aspect biologique, socio-économique pour ici. Il faut également penser à l'aspect gouvernance. J'étais mentionné, la gouvernance dans un projet de pisciculture prend en compte le social aussi. Vous voyez? Donc le vol en pisciculture, c'est chose courante. La prédation d'abord elle est humaine pour commencer. Même l'homme est le plus prédateur dans un projet de pisciculture. Et il n'y a pas, vous ne verrez dans aucun livre une vraie formule qui vous explique comment lutter contre un bandit qui vient voler le poisson. En dehors d'avoir un agent de sécurité qui est permanent là-dessus, si c'est un vrai investissement. Vous comprenez? Maintenant, le type de bois précis qu'il faut mettre pour éviter. Moi, en Chine, j'ai vu des Chinois utiliser des bambous de Chine. Parce que ce sont des bambous qui sont assez résistants et qui prennent beaucoup de temps sans se dégrader ou se décomposer. D'ailleurs, ils construisent même des maisons sur pilotis. Ils vivent au-dessus des étangs. C'est conçu sur pilotis. Et les pilotis, généralement, c'est les bambous. Bon, si vous en avez ici, utilisez aussi. Là où vous êtes, parce que si vous prenez un bois, comme vous avez dit, qui va se décomposer avec le temps, c'est autre chose après. Vous voyez? Maintenant, pour ce qui est de la prédation des serpents, c'est vrai, il y a des produits qui sont sur le marché, des répulsifs, mais que je ne vous conseillerais pas de mettre dans l'eau. Généralement, les répulsifs, c'est au bord des étangs. Lorsque vous avez déjà terminé de nettoyer, vous avez chaulé pour faire fuir tout ce qui peut avoir comme reptile dans le bassin. Vous voyez, vous voyez ce que la maman a dit tout à l'heure. Vous voyez, parce que 6.5, il dit entre 6.5 et 8.5, c'est bon. Maintenant, je vous dis, si c'est à 6.5, vous faites comment? Vous dites que vous mettez la chaux. Là, vous corrigez une valeur qui est déjà recommandée. Donc, bon, sauf si vous apportez la chaux pour traiter autre chose, peut-être pour désinfecter votre bassin, mais pas pour rectifier encore le pH qui est déjà dans la valeur. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi je vais continuer. Oui. Attendez, je prends le monsieur du fond. Oui, monsieur. J'ai une préoccupation par rapport aux techniques de cage flottante, parce que on a l'aménagement d'un bassin au niveau des marécages, mais par rapport aux cages flottantes, parce qu'on peut avoir de l'eau qui coule des rivières qui passent bien,
on peut quand même l'exploiter par rapport à ça. Alors les conditions pour le choix d'un site pour l'élevage des cages, on doit tenir compte de plusieurs paramètres aussi, que ce soit les paramètres environnementaux, comme le vent, courant d'air, la pluviométrie, la climatologie, donc type de climat dans la zone, ouais, la pluviométrie, les saisons, le courant marin. Vous voyez récemment sur le lac Édouard, il y a eu une pirogue qui a chaviré avec plus de 25 personnes à cause du courant. Imaginez que vous mettez la cage dans un endroit où le courant peut porter votre cage et ramener à 50 mètres d'auteur. Même si vous avez mis n'importe quoi comme contrepoids dans l'eau, il est possible qu'à répétition, ça finit par lâcher un jour et que ça parte avec vos poissons. Ça c'est seulement pour les paramètres palpables ou environnementaux. Vous voyez? Alors maintenant, si je veux parler d'autre chose, je peux aussi parler de la patinoité, la profondeur. Parce que quand on va développer la partie stratification thermique, vous comprendrez pourquoi. On a un problème d'oxygène dans les profondeurs. Là, ici, le milieu est beaucoup trop profond. Et vous mettez une cage, il y aura un problème aussi. Avant maintenant d'entrer sur les paramètres physico-chimiques de l'eau de façon classique, comme c'est comme nous sommes en train de recenser ici, le pH de la zone principale où on est installé, et tout ce qui a été listé, l'alcalinité, la dureté, vous comprenez? Et tout ça doit être également vérifié, contrôlé. Est-ce que tout ça est propice pour la pisciculture? Vous voyez même dans l'environnement naturel, dans les lacs, il y a des zones de reproduction. Le poisson ne se reproduit pas partout. Pensez-vous que pourquoi est-ce que le poisson va laisser un plan d'eau? Ok. Pourquoi le poisson va laisser tout un plan d'eau pour aller choisir une zone précise qu'on appelle zone de frais, zone de reproduction, au bord de ses œufs? Parce que dans cette zone-là, les conditions sont propices. Vous voyez, généralement les zones de frais, ce sont des zones bien précises qui ne sont pas au milieu. Vous allez voir, c'est vraiment dans des coins, ils vont aller cacher les œufs, là-bas, ils savent que là. Et vous regardez dans ces zones, généralement, les conditions sont favorables au développement des jeunes larves. Donc lui-même, dans son environnement, il connaît les zones qui ne sont pas bien. Vous-même maintenant, et quand le poisson lui-même déjà choisit ses zones de reproduction, vous venez mettre la cage où lui n'aime pas, pensez qu'il va monter. Donc vous-même là, quand vous êtes ici, si on vous dit tout de suite allez dans la zone où il y a l'insécurité, vous allez réfléchir, je vais là-bas comment? Pensez que le poisson, s'il ne connaît pas, on ne sait pas comment. Voilà. Donc c'était juste pour pousser un peu comme ça. Je suppose juste les éléments qu'il faut prendre en compte avant de se décider sur j'installe une cage ou pas. Vous voyez? C'est très important. Et puis, il y a aussi un élément qu'il ne faut pas négliger, le gaz. Dioxyde de carbone. Très important. Parce que la présence de CO2 dans l'eau, à l'excès, aussi est nuisible à la pisciculture. Surtout les caches. Et le gaz est très fréquent dans des eaux très profondes aussi. Dans le lac Kivu, il y a des zones qui ne sont pas propices à cause du gaz. D'ailleurs, ils sont en train de penser comment on fait pour dégazer avec des projets. Bon, s'il y a un peu de questions, on va progresser. Alors, hier, nous avons parlé et nous sommes arrêtés sur l'oxygène. Donc, c'était le dernier paramètre que nous avons développé. De façon posée, il était question de savoir déjà d'où est-ce qu'il provient dans l'eau. Parce que l'oxygène dans l'eau ne provient pas de l'air diffus comme dans la nature, l'environnement terrestre. Nous avons partagé hier, nous avons expliqué que la provenance de l'oxygène dans l'eau, c'est la photosynthèse. Nous avons expliqué le phénomène de photosynthèse afin que les uns et les autres puissent être alignés. Je vais vous reprendre.
Lorsque vous êtes dans un plan d'eau ou à côté d'un plan d'eau, vous verrez, il y a un fort ensoleillement, comme c'est le cas ce matin. Le soleil apporte de la chaleur ou la lumière. La lumière est la chaleur. La chaleur est un élément important dans la décomposition. Quel qu'en soit le type de réaction que vous aurez, même si vous mettez des ordures ménagères ou des pourritures quelque part, pour que ça se décompose plus rapidement, il faudrait qu'il y ait une présence de chaleur. Alors dans l'eau, la matière organique qui provient soit des restes d'aliments non consommés, soit les aliments qui n'ont même pas été consommés, qui ont été gaspillés, soit les déjections de poissons, parce que quand les poissons mangent, ils défèquent aussi dans l'eau, et cette défection de poissons constitue aussi la matière organique. Sans oublier que dans l'eau, il y a des bactéries qui vivent aussi, qui colonisent aussi le milieu, parce que les bactéries, ce sont des parasites qui vivent au dépens de l'autre, qui vivent au dépens des poissons. Quand les poissons rejettent les déjections, les bactéries vont aller se nourrir de ces déjections. Et ils le font aussi en présence de la lumière, parce que la lumière accélère un peu la réaction de décomposition pour que les bactéries puissent manger. Alors quand la lumière décompose toutes ces matières organiques, il y a production de l'oxygène. Et l'oxygène qui est produit dans l'eau est un oxygène dissous. Maintenant, vous convenez avec moi que si vous voulez augmenter le niveau d'oxygène dans votre bassin, vous devez être à mesure d'évaluer déjà dans le premier temps la densité de mise en charge. Quelle est la quantité de poissons que j'ai dans le milieu? Une fois que vous avez une idée de la densité de mise en charge, vous pouvez avoir une idée du besoin en oxygène. J'ai besoin de quelle quantité d'oxygène? Un poisson se comporte bien dans quelle limite de tolérance? Une fois que vous avez répondu à cette question, maintenant vous dites, pour que j'ai de l'oxygène, je dois développer du phytoplancton et du zooplancton dans mon bassin. Parce que si je développe ce phyto et zooplancton avec la photosynthèse, en présence de la lumière, l'oxygène est produit et le CO2 est retenu pour le développement de ces planctons. Ensuite, vous devez vous assurer que la quantité de matière organique que vous allez utiliser ne sera pas excessive, parce que si elle est beaucoup trop, parce que vous vous dites, comme on a dit, c'est la matière organique décomposée qui produit l'oxygène, je vais mettre beaucoup de matière organique. Vous aurez effectivement, avec un bon ensoleillement, une bonne quantité de plancton ou une forte densité et beaucoup d'oxygène. Mais, cependant, quand la lumière va disparaître avec le coucher du soleil, par conséquent la chaleur aussi va réduire considérablement, vous allez créer un problème de compétition, parce que tout le plancton développé aura besoin de consommer maintenant aussi l'oxygène et rejeter le CO2. Alors, vous n'avez pas pris la peine d'évaluer la densité de poissons disponibles. Est-ce que le nombre de poissons que j'ai dans mon bassin et la quantité de phyto et de zooplancton que j'ai développé pourront avoir la quantité d'oxygène nécessaire pour respirer sans compétition? Et vous viendrez trouver le matin si la densité de phyto et de zooplancton est supérieure à la quantité de poissons morts, ou les poissons à la surface qui sont en train de rechercher l'oxygène en pipotant du PTC. Vous voyez le matin, les poissons comme ça. Et vous voyez des cercles circonscrits à la surface de l'eau. Ils recherchent l'oxygène. Généralement, c'est très tôt le matin. Si vous voulez constater ça, c'est pas maintenant quand il fait déjà soleil. Parce que quand il fait soleil, la photosynthèse est déjà en train de se mettre en place et il y a de l'oxygène dans l'eau. Mais revenez très tôt le matin avant que le soleil ne se lève. Observez le temps. Et vous verrez, n'est-ce pas? Ils sont à la surface. Mais c'est que circonscrit. Parce que dans la nuit, il y a une forte compétition. Maintenant, si vous ne trouvez pas de bord, cela suppose que la densité du phyto et du zooplancton dans le milieu est peut-être proportionnelle ou légèrement supérieure, mais les poissons, en recherchant l'oxygène, même s'il y a un peu, quand ce n'est pas suffisant, ils ont aussi un niveau de tolérance des minima. Ils
peut descendre en deçà de 5 mg par litre TNI, mais ça fatigue le système respiratoire. Parce qu'il fait des efforts pour respirer, il ne respire pas normalement. Et un poisson qui a du mal à respirer, ne peut pas manger. Donc, notamment si vous lui apportez à manger à 7 heures, il ne va pas consommer. Et vous-même, vous savez que si le poisson refuse de manger, il ne peut rien vous donner comme chair. Donc, ce paramètre est à prendre en compte dans le projet. Pour cela, on a balayé également le volet sur l'intégration, parce que ça rentre dans l'oxygène. On disait notamment, prenez la peine de ne pas faire utiliser vos étangs à volonté, sans tenir compte de certains paramètres. Pour ceux qui font l'intégration avec les animaux terrestres, assurez-vous que la quantité de l'élément utilisé, si c'est des poules ou des porcs ou des lapins, que la quantité utilisée correspond notamment à la superficie de l'étang. Il y a une quantité de poules à mettre par mètre carré, il y a une quantité de porcs à mettre par mètre carré. Tous ces calculs ont été faits parce que on se dit, d'après les résultats des expérimentations, si on met 4 poules par mètre carré, par exemple, je dis n'importe quoi, la quantité de fientes de poules produites par ces 4 poules correspond à la quantité de fientes que je dois avoir par mètre carré, sans excéder la quantité recommandée. Cette précision aussi a été faite hier, à titre de rappel. Et tenez aussi compte de la qualité des animaux terrestres qui sont intégrés, parce que si ces animaux présentent des pathologies, en d'autres termes, manuel de bonne pratique piscicole. On vous donne la conduite à tenir pour suivre l'élevage afin de respecter les itinéraires de pollution et d'éviter les éventuelles pathologies. Parce que la pathologie dans un élevage de pisciculture peut venir de notre gestion et non d'ailleurs. Votre propre gestion peut apporter une pathologie en pisciculture. C'était ainsi pour résumer rapidement la partie oxygène, les éléments à éviter pour le déstabiliser et pour créer un problème de respiration. Oui, monsieur. J'avais une question concernant les pesticides que vous avez dans L'oxymètre. Oui. L'appareil pour mesurer l'oxygène est appelé oxymètre. Oui. Bon, ce sont des appareils qui ne coûtent pas cher, avec 25 ou 30 $, vous pouvez l'avoir sur le marché. Mais les gens n'ont pas parfois la bonne information pour eux. Il permet de mesurer, parfois vous voyez des kits multicutes, il permet de mesurer plusieurs paramètres, plusieurs en un, le pH, la température, l'oxygène et d'autres paramètres multi en un. Avec ça, vous aurez au moins une dizaine de paramètres que vous pourrez apprécier avec un seul équipement. Il ne peut même pas cher. Donc, c'est juste une information. Mais on va en parler. Oui, monsieur. On en parle après. Parce qu'il y a plusieurs modèles sur le marché. Je pourrais montrer quelques images après. Alors, s'il n'y a pas de questions sur l'oxygène, nous allons avancer. On va avancer sur la suivante. Restez entre 6,5 à 8,5 mg par litre, un peu comme le pH. Mais vous pouvez aller à 5 mg par litre au minimum. C'est vrai que parfois d'aucuns laissent même à 3 mg, mais c'est pas bon. Restez à 5 mg par litre dissous d'oxygène minimum. Mais si vous remontez 6,5, 8,5, c'est toujours appréciable. Les 5 vraiment c'est la limite que je peux recommander par litre d'eau. Alors, vous voyez, ici c'est toujours intitulé l'oxygène dissous, mais nous allons parler plutôt d'autre chose. Nous allons plus parler de la matière organique. Avant on était là, l'oxygène dissous n'a pas été, mais on a parlé uniquement de la photosynthèse. Maintenant, ici c'est l'oxygène dissous, mais nous parlons maintenant de la stratification thermique. Alors hier, vous vous rappelez, on a évoqué cet élément superficiellement, où on vous disait, dans un plan d'eau, on a des couches, c'est-à-dire les différences de niveau. Quand vous avez
1 mètre d'eau ou 1 mètre 2, 1,2, 1,5. Alors, cette hauteur est divisée en plusieurs sous-parties. N'est-ce pas? Et maintenant, dans chaque partie, il y a une différence de température. Vous ne pouvez pas avoir la même température au fond, la même température au milieu, la même température en surface. Alors, c'est ça que nous appelons stratification thermique. La demande biologique en oxygène, on dit en surveillant attentivement l'oxygène dissous tôt le matin, les agriculteurs peuvent observer la lente baisse des concentrations d'oxygène, notamment avec le comportement des poissons qui montent pour pipeter. Si les populations de phytoplancton demeurent, l'oxygène dissous augmente rapidement avec la photosynthèse pendant la journée. C'est ce que je disais d'ailleurs, que lorsque vous venez le matin très tôt avant l'ensoleillement, vous voyez les poissons qui pipettent, et une fois que le soleil commence à sortir, la photosynthèse reprend son activité. Là, ils sont maintenant bien parce qu'il y a maintenant l'oxygène qui est produit dans le milieu. C'est ça ce que ce paragraphe signifie. Plus l'étang à poisson est profond, plus le pourcentage du volume total qui est déficient en oxygène dissous est élevé, et plus le danger de mort des poissons est grand. Alors, un moment, vous vous rappelez de votre question sur la profondeur des étangs. Vous voyez ce qui est dit en jour maintenant. Plus l'étang à poisson est profond, plus le pourcentage du volume total qui est déficient en oxygène dissous est élevé. Ça veut dire que si vous avez un étang où vous voyez, vous êtes à 2 mètres de profondeur, par exemple, d'eau, vous imaginez un peu le manque d'oxygène criard pluvieuse. Parce que pendant la saison chaude, vous voyez quand le soleil rayonne à la surface, si l'eau est beaucoup trop, le milieu est beaucoup trop profond, ce soleil, avant d'arriver au fond, il est déjà dilué. Vous voyez? Parce qu'il va descendre, il descend au fur et à mesure que le rayonnement est en train de frapper sur la surface, les ondes réfléchissent. Ça descend, ça descend, ça descend. La concentration de la densité en eau est tellement, où la pellicule d'eau est assez grande. Alors, il y a une forte proportion d'eau qui ne sera même pas couverte par l'ensoleillement. Ça veut dire que toute la matière organique qui est dans cet espace-là ne sera jamais en contact avec le soleil. Par conséquent, il n'y aura jamais d'oxygène dans ce milieu. Parce que c'est le soleil qui vient décomposer. Maintenant, si le soleil n'arrive pas dans cette partie-là, vous n'aurez jamais d'oxygène. C'est pourquoi quand vous tombez dans un lac, si vous allez à une certaine profondeur, plus vous descendez, l'oxygène diminue. Parce que le soleil n'arrive pas à ce niveau pour pouvoir décomposer tout ce qu'il y a comme matière organique et produire l'oxygène. Donc il faut construire autant pour moi des étangs ou des systèmes, des infrastructures d'élevage avec des hauteurs recommandées pour éviter de créer beaucoup trop de couches thermiques. Au fur et à mesure que l'été avance, bon, excusez-moi d'avoir parlé de l'été, c'est une saison qui est à cheval entre la saison froide et la saison chaude en Occident. Donc avance un pourcentage plus élevé du volume total du temps, il y a un peu plus d'oxygène dessous. Parce que pendant l'été, le soleil n'est pas assez fort, il est doux. Et quand le soleil est doux, il se limite uniquement à la surface. Par conséquent, après la surface, une pellicule de 15 ou 20 cm, il n'arrive même pas à chauffer en deçà de 20 cm. Ce qui fait que le niveau d'oxygène est très faible. Et en Europe, pendant cette période, la production de poissons aussi, elle est faible. Parce que les plans d'eau sont très pauvres en oxygène. Les gens vont dans la production intensive, dans les systèmes fermés de production, comme ce qu'on a décrit vaguement. Alors, pendant les mois d'été, le mélange d'eau pauvre en oxygène dans l'hypolimnion avec l'épilimnion riche en oxygène peut abaisser l'oxygène dessous et causer la mort des poissons. Alors, stratification thermique en aquaculture. Ici, en fait, c'est un schéma qui représente cette expression. Vous voyez? Alors, je précise toujours que tout ça, ce sont les facteurs à prendre en compte dans la gestion de l'eau. Nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes toujours dans la gestion de l'eau en pisciculture. La stratification thermique. Alors ça, c'est notre étang. Vous voyez l'étang en 3 couches. Vous
Vous avez l'épilimnion qui est au milieu. Vous avez la thermocline qui est la couche de surface. Ici, vous avez le soleil qui est visible là-bas. Vous avez les poissons qui sont au niveau de la thermocline. Vous verrez que la thermocline, ici, c'est précisé. Bon, high temperature en anglais, température élevée, parce que c'est naturellement en contact avec le soleil directement. High dissolved oxygen, la teneur d'oxygène dissous est assez élevée au niveau de la thermocline. Ici à l'épilimnion, vous prenez les valeurs moyennes, c'est-à-dire que température moyenne, oxygène dissous moyen. Là au niveau de l'hypolimnion, low dissolved oxygen, oxygène dissous faible. Low temperature, température faible. Alors, les conséquences de la stratification thermique de l'étang sur le niveau d'oxygène dissous présent dans l'eau. Vous voyez que le niveau d'intensité du soleil et le niveau de pénétration influencent sur l'oxygène. Alors, si je viens rapidement sur le comportement des poissons, vous voyez par exemple des tilapias, en journée, ils ont tendance à remonter. Ils viennent à la surface et ils tournent toujours en colonie, en groupe, en bande, à la surface. Parce que c'est des poissons hyper exigeants en oxygène. Ils traînent dans la thermocline. Parce que la thermocline a de l'oxygène. Vous ne verrez pas des poissons tilapia. C'est difficile de voir des poissons tilapia dans l'hypolignon. Ils traînent toujours au niveau de l'hypolignon. Quand ils descendent beaucoup trop, l'hypolignon c'est vraiment des cas rares. On va même plus s'arrêter à l'hypolignon. Peut-être on va encore ajouter même 10 couches ici. Alors je ne sais même pas si l'oxygène c'est intéressant. Alors pour votre question, pour les cages. Hein? Pour les cages flottantes. Vous vous rappelez de votre question. Vous voyez pourquoi la profondeur influence beaucoup sur le choix du site. Parce que il y a cet élément qu'il faut prendre en compte. La profondeur, le niveau de pénétration du soleil. Vous voyez comment ça influence dessus. Parce que si, et aussi, il faut savoir que dans la thermocline, le développement est assez favorable pour les poissons, beaucoup plus favorable que dans l'hypolignon. Pourquoi? Parce que dans cette zone, quand vous donnez les aliments que les poissons ne consomment pas, c'est ici qu'ils vont venir rester, ces aliments, pour la plupart. Non, entrons un peu plus en profondeur dans l'explication. Quand les aliments viennent rester là au fond, et que le soleil n'arrive pas à arriver là-bas, la matière organique ici, il y en aura beaucoup. Mais le milieu sera pauvre en phytoplancton. Il y aura de la matière organique ici, mais le milieu sera pauvre en phytoplancton et en zooplancton. Pourquoi? Parce que quand la matière organique vient se déposer là au fond, le soleil n'arrive pas à décomposer. Oui, le soleil n'arrive pas à décomposer. Parce que la matière organique, l'étang est beaucoup trop profond. La matière organique n'arrive pas à être décomposée par le soleil. Parce que le rayonnement n'arrive pas là-bas. Et quand le rayonnement n'arrive pas, il n'y a pas de composition. Vous allez donner autant de matière organique, autant de lisier de porc, autant de chair de poule qui ne seront pas décomposés rapidement parce que la lumière est absente. Ça devient un autre problème. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que vos étangs déjà construits respectent les normes de construction? Alors, au fur et à mesure qu'on avance, chacun décède ses propres problèmes. Maintenant, je pense qu'à la fin de la séance, le monsieur pourra répondre à sa propre question. Est-ce que je dois continuer ou arrêter ou recommencer? Parce que si déjà votre étang a une profondeur suicidaire de 2,5 mètres de profondeur d'eau, je pense qu'ici, on est dans un océan. Ce n'est plus un étang, hein, monsieur Joël? C'est vous qui êtes sur le terrain. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Est-ce que les gens des étangs ici respectent le nom? Je peux dire en majorité non. C'est pourquoi nous voudrions que chacun puisse tirer part de cette capacitation de faire des étangs qui répondent aux normes, qui pourront permettre à nos poissons d'évoluer encore plus rapidement. Et
j'ai trouvé quelqu'un qui me dit qu'il a un état de profondeur de 6 mètres. Moi, je me suis étonné. Je me suis dit, comment tu t'imagines les poissons dans un état de profondeur de 6 mètres? Et vous avez écouté la raison qu'il m'a donnée, que non, ça permet aux voleurs de ne pas entrer dans l'air. Merci. Vous voyez? Non, quand vous allez expliquer à quelqu'un que veuillez ne pas avoir une profondeur de ce genre, il va vous dire, mais non, pourquoi, c'est pour la sécurité. Maintenant, lorsqu'on vous explique comme ça, vous comprenez pourquoi c'est important. Parce que dans le plan d'eau, les poissons doivent retrouver aussi un minimum qu'ils doivent consommer de façon naturelle. Parce que même si le poisson est dans un environnement sous l'influence de l'homme, il doit quand même dans son environnement naturel retrouver des aliments à sa convenance de façon naturelle. Alors, si le temps est beaucoup trop profond et que la lumière n'arrive pas à produire ces aliments-là, comment est-ce qu'il s'en sort? Oui, monsieur, vous avez une question? Je veux savoir quels sont les mètres qui sont recommandés pour un instant, soit à mon sol ou sur terre. Monsieur recommandé. Le niveau d'eau recommandé. Oui. Bon, c'est une question qui est un peu délicate. Pourquoi? Parce que la profondeur dans un étang est influencée par beaucoup d'autres paramètres aussi. Quand vous faites un étang à la première année de production, vous constaterez qu'il n'y a pas de changement. À la deuxième, troisième, quatrième année, l'étang se creuse. La vase qui en sort, il se dissipe. L'étang devient de plus en plus profond avec le temps. Voilà. Il y a aussi l'érosion façon naturelle. Avec le curage régulier, quand vous enlevez la vase après la production, vous la mettez à l'extérieur sur les digues, ça augmente la profondeur aussi, avec le temps. N'est-ce pas? Alors, moi je vous conseille de rester avec une profondeur maximale d'1 mètre d'eau. 1 mètre d'eau maximum dans les temps. N'excédez pas. Ne mettez pas 1 mètre 2, pas 5. Restez à 1 mètre. Hauteur d'eau, 1 mètre maximum. Oui. Alors pour leur sol? Oui, bon, ça dépend déjà des dimensions de votre bassin. Mais généralement, je recommande 0,8. Oui, 0,8. Mais bon, je vois des gens généralement construire des étangs au sol. Ils font des hauteurs parfois de 2 mètres. Ils gaspillent beaucoup en ciment, briques et tout. Vous devez maximum rester à 1,5 ou même 1,2. Il n'y a pas de problème. Mais vous mettez l'eau autour de 0,7 ou 0,8 et vous mettez même si possible un grillage pour éviter que les poissons ne sortent. C'est mieux comme ça. À cette hauteur, vraiment, vous avez la garantie que la lumière va agir sur la profondeur. Et vous allez aussi tenir compte du fait qu'avec le temps, vous devez décaper les temps pour éviter qu'en seul en blanc, vous vous retrouvez avec 0,5 ou 0,7 hauteur de l'eau. Ça ne sera pas bon. Mais si vous êtes sûr que vous n'allez pas décaper votre étang, maintenez le niveau d'eau à 1,2. Là, vous savez que vous n'allez jamais décaper. Mais ne pas décaper aussi, c'est un problème parce qu'il faut évacuer les matières solides. On en a parlé hier. Donc, maintenez le niveau d'eau à 1 mètre. Oui, ma soeur. Moi, j'ai une question concernant nos états à Syrie, puisque ils ont des profondeurs différents. Vers la vanne, c'est autre. Avec la digue, ça peut atteindre 2 ou 2 mètres. Donc, dans un état, il faut voir plusieurs profondeurs. Mais vu les dimensions que vous m'avez données ce matin, en réalité, vous avez des lacs. Oui. Ce sont des lacs. Ce sont des vous savez, les Belges, même chez nous, ils construisaient des étangs de cette taille-là. Et aujourd'hui, pour vraiment rentabiliser la pisciculture, vous verrez que vous allez plus vous en sortir avec des étangs de petites dimensions que des étangs qui ne sont pas contrôlables. Vous voyez? Mais n'empêche, dans ces étangs d'en haut, vous pouvez toujours faire quelque chose. Vous voyez? Il faut juste que je possède avec moi beaucoup d'éléments techniques, c'est-à-dire des informations précises, de façon détaillée sur votre exploitation, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne marche pas, Une fois que j'ai toutes ces informations, je saurai exactement quoi vous conseiller. Parce que si je n'ai pas d'informations,
Si vous ne faites pas les examens au laboratoire, comment vous saurez de quoi vous souffrez? C'est difficile. Une fois que j'aurai discuté avec vous en détail sur l'historique de construction, les dimensions, le type de poisson, depuis quand ils sont là-bas, le protocole d'alimentation, les itinéraires que vous suivez, tout ça, une sorte d'audit. Je pourrais avoir une idée précise et maintenant vous faire des propositions. C'est un peu ça. Je vous en prie. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur la stratification thermique, en plus de ce que nous avons proposé? Des incompréhensions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. Posez tout ce qui vous vient à l'esprit, afin d'avoir des questions. Par rapport à votre expérience. Oui. J'ai essayé de fermer quelques mariages, mais au moins la façon dont j'ai adapté les théories d'évident par rapport à ce que je venais de comprendre, je ne sais pas si vous pouvez me conseiller de diminuer la profondeur. Actuellement, votre est dans quelle profondeur? Moins de 2 mètres. Et vous êtes dans un marécage. Alors vous devez savoir que dans un marécage, vous avez beaucoup plus de boue que dans un étang classique. C'est beaucoup trop. Et beaucoup trop. Vous aurez eu du mal à le prendre à la récolte. Comment vous allez gérer la récolte avec autant de boue? D'abord, pour la première fois, il faut laisser tout ce qui est veille, ce qui va donc donner Attention. Je ne suis pas agronome. Je ne suis pas agronome. Parce que parfois, les agronomes sont à cheval un peu, ils disent bon, on a un peu fait de pisciculture, on peut encadrer dans la pisciculture. Je suis ingénieur en aquaculture. Donc, l'aquaculture, c'est tout ce que j'ai étudié. Je n'ai pas fait l'agronomie. Si vous me parlez de la production des tomates, je saurais quoi, rien vous dit dessus. J'ai aucune idée. Mais une fois qu'on est dans la culture de ce qui vit dans l'eau, c'est ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas faire votre étang de ce genre et puis vous attendez une production. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez, et aussi l'aquaculture, c'est une science de localité. Vous voyez, beaucoup de personnes se calquent à la littérature uniquement. Ils vont aller, et ce n'est pas une mauvaise chose, la revue de littérature. Donc, lire des documents en ligne, regarder les expériences des autres, s'enrichir de connaissances, c'est une très bonne chose. Mais ce que vous devez retenir, c'est que évitez de copier-coller. Pourquoi? Parce que la réalité dans un site A ne sera pas la même dans un site B. Parce que le contexte a d'autres réalités qui influencent sur votre activité. Par exemple, quand vous accumulez les déchets dans un étang, vous accumulez tout type de déchets que vous avez trouvés sur place. Et vous attendez des compositions parce que vous estimez que le poisson va consommer. Si vous l'avez lu quelque part ou si quelqu'un vous a conseillé, il a certainement oublié de vous dire autre chose que je vais vous préciser. Lorsque vous mettez dans un marécage, vous m'avez dit que vous êtes dans un marécage. C'est ça? Dans un marécage, vous avez, aussi petit qu'il soit, l'oxyde de fer, qui est en présentiel. C'est automatique, ça ne peut pas manquer. Alors, en présence de l'oxyde de fer, vous apportez encore un supplément de matière organique, notamment les déchets, trouver les détritus de ceci, pour accélérer le processus de composition du fer. Est-ce que vous comprenez? Le fer, c'est un métal. Alors, le métal que vous produisez là, c'est pour donner aux poissons. Vous attendez à quel résultat? Bon, vous voyez, aujourd'hui, en fait, l'objectif pour moi serait de vous aider à partir d'ici avec une autre approche pour mieux vous orienter. Mes critiques, ce n'est pas dans l'optique de vous décourager, mais c'est pour vous donner beaucoup plus de force. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucune critique qui est ici pour... J'apprécie énormément les efforts que vous avez déjà faits. Parce que déjà, il faut être courageux pour investir. Aussi petit qu'il soit, pour investir.
investir, il faut être courageux. Ça demande beaucoup de courage. Donc, mon objectif ici, tout ce que je dis, c'est dans l'optique de vous aider à vous relever, pour ceux qui ne sont pas encore relevés, pour avoir un résultat favorable par rapport à ce que vous avez engagé. C'est ça. Donc, comme j'ai dit d'ailleurs, je suis disponible pour toute éventualité. On peut discuter, on peut visiter, on peut conseiller, on peut aider. Comprenez? Donc, n'hésitez pas. Oui, monsieur. C'est concernant les déchets. Oui. On vous suivre pour éviter l'effet de décomposition de ces déchets sous eau. Pouvez-vous nous conseiller de faire d'abord une décomposition partielle en dehors de l'eau et puis pour éviter que ces déchets soient mis tout en état tout fait? Oui, c'est d'ailleurs ce que j'ai recommandé parce que lorsque vous agglomérez les déchets en un seul point, vous n'êtes pas capable de quantifier son apport. Et ça peut être une sursaturation, comme on a développé, un excès de matière organique est nuisible pour le poisson. Parce que si vous produisez beaucoup trop, oui, ça rentre dans la même problématique que nous avons développée. C'est toujours mieux d'avoir une compostière en dehors de l'étang. Vous enrichissez et vous récupérez de la matière pour approvisionner l'étang à volonté, en fonction de la quantité. Si vous décidez de produire, de mettre votre compostière dans l'étang, assurez-vous que la quantité que vous apportez là-bas correspond à la densité, correspond au mètre carré et qu'il n'y ait pas d'excès de matière organique. Parce que s'il y a un excès, ça cause un autre problème aussi. Donc, faites le compostière si vous voulez, à côté. C'est toujours une bonne chose. Vous ne perdez rien d'ailleurs. Et puis vous prenez cette eau pour enrichir le plan en fonction de la quantité. Maintenant, si vous dites je réunis tout ce qu'il y a comme détritus, matière organique, tout, je mets de l'eau, je mets des poissons. Bon, est-ce que vous pouvez évaluer la densité de phyto et des zooplanctons qui sont développés là-bas? On peut apporter sur la période conseil d'autres orientations pour essayer d'améliorer l'ouvrage. Si ce ne sont que des compléments d'information au vu de ce que vous m'avez donné comme information. Mais en regardant, il peut y avoir d'autres choses à apporter qui pourront vous aider à mieux aménager. Oui. Je vais abonner le jeu d'action sur la profondeur. Nous qui sommes ici à côté des locataires, nous ouvrons presque 4-5 fois, pendant 4-5 fois le jour, et pendant 6 mois presque. Avec la profondeur, là, ils nous ont toujours dit qu'il fallait une bonne profondeur parce que là, il fait presque au bout de l'année. Moi, je me dis, avec cette profondeur-là de 2 mètres, que nous faisons vers le Loubert, par rapport à la chaleur, je trouve que là, nous avons un plein. Oui, le problème de Loubert, c'est le climat aussi. Quand le milieu est encore trop profond, vous voyez la grosse difficulté que ça va entraîner. La plupart des étangs ont un problème d'aménagement. Ça, c'est un autre constat. Un sérieux problème. Je l'ai constaté à Taïna, au cours d'une formation en septembre, où j'ai visité beaucoup de pisciculteurs là-bas. Les étangs ne sont pas conformes. La profondeur, c'est un gros problème. Beaucoup. Profondeur. Et il faut tenir compte de la température. Au bureau, il fait vraiment froid, on le dit. Vous voyez tout le mal que le tilapia dans cette zone, à cause de la température. Donc, c'est ça. Oui, monsieur. Pour l'État, pour élever les tilapias, est-ce que vous pouvez l'élever dans un mal à notre tilapia? Oui, j'ai précisé hier. Vous étiez là lorsqu'on parlait de la sursaturation. Non. La présence de l'azote dans le bassin. Avec la sursaturation, je disais hier que si vous faites de l'élevage des tilapias, il faut prévoir un aérateur dans les hauts sols. Oui. Si vous n'avez pas un aérateur qui peut apporter de l'oxygène, l'élevage des tilapias dans les hauts sols, c'est un échec. Dans les hauts sols, sans aérateur, tilapia, c'est un échec. Ne vous engagez même pas. Ok, l'aérateur là, ça fonctionne à chaque moment ou pendant quelques temps? Non, en fait, lorsque vous avez quelqu'un qui suit votre bassin, vous allez constater que lorsqu'il y a un déficit d'oxygène, le poisson, il ne vous demande pas son comportement. Vous voyez? Mettez l'aérateur en marche. Ça peut fonctionner
selon un volume horaire par jour en fonction du comportement. Ça peut fonctionner 24 sur 24, 7 sur 7, dépendamment de votre source d'énergie. Tout dépend de vous. Mais pour essayer de contrôler aussi tout ça, il faut réduire la densité. Mettez pas beaucoup dans le vin et suppléez aussi avec un aérateur. Comme ça, votre aérateur peut fonctionner pendant une certaine période. Et puis le reste du temps, il se repose la nuit parce que la densité est convenable. Ouais. Et quand la densité aussi n'est pas convenable, vous pouvez vous retrouver à faire fonctionner votre aérateur 24 sur 24. Parce que s'il y a beaucoup trop de poissons, il suffit d'arrêter l'aérateur pour constater qu'il demande de l'oxygène. Mais les tilapia, quelle qu'en soit la quantité, monsieur cherchez un aérateur dans les hauts sols, je précise encore, que ce soit en bâche ou en bas plutôt. Oui. L'aérateur là, ça fonctionne plutôt sur courant et il n'y a pas une technique naturelle de créer cela. Ça fonctionne sur la batterie. Il y a des aérateurs qui fonctionnent en pile, en batterie ou avec le courant direct de la société, votre société nationale. Ou en pile ou en batterie. Je fabrique aussi pour les batteries, moi, je les fais chez moi. Par exemple. Il y a d'autres qui le font aussi de façon mécanique. Bon, trouvez une solution pour qu'il y ait de l'oxygène dans l'eau. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous pouvez le faire avec les mains, tant mieux. Si vous trouvez une solution, vous pouvez le faire avec les mains. Oh. C'est une question qui dépend de beaucoup de facteurs. La quantité de poisson, il n'y a pas... moi je dis toujours, ouvrez un éleveur de poissons qui va dans la littérature. On a dit que, moi dans mes lectures, on m'a dit qu'on doit utiliser 10 poissons par mètre carré. On m'a dit qu'on va utiliser 4 poissons par mètre carré. Vous avez lu dans la littérature. Vous voyez un peu. On le fait, mais c'est à risque. Parce qu'on le fait sans évaluer en fait sa qualité, c'est un risque que nous prenons. On le fait, oui, mais bon, parce qu'on est limité en moyens. Mais en réalité, moi, quand je suis dans un projet, je calcule l'erreur. Je vous dis, vous voulez que je vous accompagne? Ok. Alors préparez les frais d'analyse de l'eau, du laboratoire. Préparez les frais d'analyse du sol. Préparez les frais d'analyse de vos fientes de pôle d'éjection de port. Préparez, vous voyez. Parce que si moi je vous apporte des conseils et qu'il n'y a pas de différence avec le classique, je ne serai pas expert. Cette expression, c'est parce que je fais les choses avec précision et je prends en compte les détails que de façon classique on néglige. C'est vrai, ça va faire monter le coût du projet, mais au moins vous aurez l'assurance que les résultats sont avec là. Maintenant, pour répondre à votre question, vous voulez faire canaliser les déjections de vos porcs pour envoyer dans votre bassin. C'est une bonne chose, mais j'approuve sous réserve de la qualité des déjections. Parce que si je ne le dis pas et demain, vous le faites, ça ne marche pas. Ah, il y a un docteur camerounais là qui était venu. Il m'avait dit que si je mets tout ça dans les temps, je canalise, j'aurai des résultats. Donc quand je dis sous réserve, j'estime que vous comprenez. Comme ça, si vous me le dites un jour dans un autre séminaire, on s'était rencontré à Béni en 2023, vous m'avez dit, je vais dire, ok, j'avais dit quoi exactement? Sous réserve. Alors, je suppose que l'hypothèse qui n'avait pas été précisée, c'était que les digestions n'étaient pas de bonne qualité. Donc, si vous êtes sûr que les digestions sont de bonne qualité, je vous l'autorise, à condition que vous respectez la quantité que vous apportez dans le bassin. C'est tout. C'est bon? Et ça revient maintenant à ce qu'on a discuté hier sur l'effectif des bêtes à élever. Donc pour les déjections qui seront déversées sur quelle superficie, donc les densités de mise en charge des animaux terrestres sur le bassin. On va développer. Oui. Je voulais répondre au frère. À sa question. Frère, si vous prenez les déchets de porc, commencez d'abord de les mettre quelque part, ça se marche. Après la décomposition, vous allez prendre des déchets là,
pour les mettre sur un étoffe, soit-disant un treillis. Les asticots, là, ça va commencer à descendre dans l'eau et les déchets. Les fers là vont rester dessus, des tamis, et vous allez les jeter. Les asticots vont descendre et les restes des caca vont aller dans l'eau. Moi, je ne sais pas combien de temps. Vous pouvez les garder même pendant 5 jours. La production des asticots. Non, vous prenez les déchets du porc. Vous gardez ça dans un sac pendant au moins 5 à 6 jours. Ça commence à se décomposer. Et à l'intérieur, vous allez constater qu'il y a quelque chose, les asticots. Après 5 jours, vous allez prendre la sac avec un étoffe, soit un tamis. Vous mettez les tamis sur l'eau, sur la surface de l'eau, et vous versez les déchets là, vous commencez à tamiser comme ça. Les asticots vont descendre et les fers là qui a refusé à courir vont rester, vous jeter. Merci. Oui, c'est une expérience pratique terrain. Voilà. Bon, j'ai précisé sous réserve. Moi, je te dis sous réserve, madame. Moi, je réponds toujours aux questions intelligemment. Pardon? Moi, je réponds toujours intelligemment, sous réserve, parce que j'évite de me prononcer sur des choses que je ne maîtrise pas. Sinon, après, je serais très mal. Je préfère me prononcer sur ce que je maîtrise. Si vous me dites, voici, vous venez avec des fientes, là même vous venez me voir à l'hôtel, voici les fientes que j'ai, est-ce que c'est de bonne qualité? Je vais les mettre dans mon étang. Je vous dis, sous réserve de la qualité, apportez telle quantité. Et puis, quand vous mettez les déchets des porcs dans l'état, vous enlevez les déchets à la porcherie, directement dans l'eau. Les porcs ont mangé les œufs d'hier. Aujourd'hui, ça sort. Et vous prenez ça, votre poubelle, c'est l'état. Qui circulent toujours dans les temps en bande. Maintenant, un producteur d'alevin, qu'est-ce qu'il fait? Quand il donne l'aliment au producteur pendant cette période, après 14 jours, il a pour obligation de retirer les poissons géniteurs et les séparer. Les mâles rentrent dans un étang qu'on appelle étang de repos et non dans l'étang de stockage parce qu'il doit se reposer pour attendre le prochain cycle. La femelle rentre dans son étang de repos pour ne plus les laisser mélanger. C'est ça dont vous êtes. Parce que s'ils restent mélangés, les enfants vont grandir et les croiser aussi. Maintenant, ces larves-là que vous devez encadrer, si vous avez maintenant une écloserie aménagée, vous allez les collecter, les amener à l'écloserie dans le dispositif que vous avez mis en place qui permet de sécuriser la température. Parce que si vous maintenez la température à 27, vous devez le faire pendant 21 jours. Si vous avez un système d'incubateur, vous pouvez à la limite collecter déjà les œufs fertilisés. Ne même pas attendre que ça éclore. Pour amener dans votre incubateur à l'écloserie, maintenir une température entre 27 et 29 degrés. Après 3 jours, ces œufs doivent éclore. Vous commencez à les donner un aliment larvaire premier H jusqu'à 21 jours. Et maintenant, quand c'est des larves qui sont destinées à être transformées en mâles, c'est à partir de ce moment-là que, après résorption, vous apportez l'hormone dans l'aliment que vous allez leur donner. Et vous allez donner cet aliment pendant 21 à 28 jours à l'éclosion. Et ça vous permet d'avoir des mâles si vous avez donné la bonne quantité. Et ça vous permet de conserver la souche des parents. Et chaque fois que vous voulez faire une reproduction, vous prenez les parents. Et après vous les séparez. Voilà comment on peut faire pour pérenniser. Et c'est ça les itinéraires techniques de production pour pérenniser l'élevage du tilapia et ne pas distraire la souche. Mais comme ça n'a pas été vulgarisé, sensibilisé, ou si ça a été fait mais pas pris en compte par les pisciculteurs, vous avez travaillé dans le mélange. Je prends les alevins chez M. Pierre, demain M. Pierre prend chez moi, après je prends chez M. Paul en prend chez M. Pierre, où vous êtes changé les alevins. Parfois même les Ougandais viennent encore ici acheter chez vous pour aller engraisser chez eux. Et vous vous retrouvez dans un cycle
Et c'est même les éleveurs qui sont venus acheter, ou ils sont venus collecter dans vos rivières. Ils sont partis engraisser. C'est ça qui viendront ici vous vendre. La consanguinité est arrivée à un niveau où on se retrouve déjà peut-être à la 350e génération. Bon, c'était une parenthèse, un peu longue aussi. Mais je pense que je vous ai expliqué la genèse. Vous avez compris d'où vient le tilapia et ses problèmes. Oui. Donc c'est pas grave pour faire les closeries comme on le fait sur les... Patientez un peu, il vous apporte le micro. Monsieur Kato, vous allez bien? Ok. Vous êtes content? Ok, moi j'ai bien compris vraiment. Sauf que je voulais savoir si dans une closerie, Oui. on ne peut pas produire les tilapias comme on les fait chez les alias. C'est-à-dire injection? C'est-à-dire quoi? Pour produire les alépères du alias, on fait si les mécanismes comme ça, dans une closerie artificielle. Qu'est-ce qu'on fait? Dites. Pour produire les alépères du alias, on construit quelque chose comme ça, on fait les installations comme ça. Là, on prépare pour produire les alépères du alias. Mais ce n'est pas le cas pour les tilapias. Si c'est le cas. Je vais d'ailleurs vous montrer ici, on a du temps, plusieurs écloseries dans mon ordinateur Oui, que je vais partager par direction. oui. Des écloseries de tilapia uniquement Ah, bon. que j'ai montées personnellement. Vous me verrez d'ailleurs dans la présentation. Ok. Donc, le tilapia, quand vous voulez produire des éleveurs à une échelle industrielle, vous ne pouvez pas le faire de façon naturelle dans les étangs. C'est pourquoi je vous expliquais. Vous devez, une fois que les parents sont dans l'étang et qu'ils ont été alimentés avec l'aliment reproducteur, vous devez, après 14 jours, venir dans cet étang pour collecter des œufs. Surtout parce qu'il faut tenir le fait que vous devez nourrir ces géniteurs avec un aliment reproducteur, ou broodstock, un aliment reproducteur qui permet de produire des œufs. Après 14 jours, le cycle de production des œufs, dépôt, fertilisation par la laitance, incubation sera déjà mis en place. Vous venez, vous baissez le niveau d'eau, vous prenez les femelles, si ce sont elles qui sont incubateurs, vous collectez les œufs dans la bouche et vous amenez dans votre écloserie pour aller incuber, pour aller faire l'incubation. Donc la façon dont on fait pour produire les alliances, parce qu'on fait souffrir les alliances, on tire les mâles, on fait ceci pour que ça produit les trucs là qu'on cherche. Donc sacrifier les poissons clarias, ça c'était avant. Ceux qui continuent de le faire, parfois c'est parce qu'ils ne veulent pas s'approvisionner sur le marché en hormones synthétiques. Parce que lorsqu'on sacrifiait le mâle, c'était notamment pour extraire l'hypophyse qui devait être utilisée pour stimuler la reproduction. Mais aujourd'hui, il y a des hormones sur le marché qui sont là, disponibles. Vous n'avez plus besoin de sacrifier le mâle. Même pour prélever la laitance. Lorsque vous faites de l'incision, ça après vous pouvez coudre le poisson. Et les remettre en eau. Il n'y a pas de problème. Alors, les glarias aussi, on peut les faire comme on fait chez les tilapias, les monosexes. Chez les clarias, oui. Oui, il y a des essais qui ont été faits. Moi, personnellement, pas encore. Ok. Oui. Moi, j'ai une écloserie qui n'est pas encore opérationnelle. Oui. Oui. C'est un projet qui est tout à l'heure de fabriquer. Alors, c'est bien, vous êtes un gros entrepreneur dans la pisciculture. Courage. Ça, c'est bien. Beaucoup de courage. Merci. Bon, je pense que nous avons brossé de façon avancée tout ce qu'il y avait à dire sur... mais on a un peu survolé avant, parce que c'était prévu bien après, sur le tilapia. On est parti de sa grosse problématique, notamment sa reproduction, et les difficultés liées à sa croissance, les pistes de solutions qui ont été proposées dans le cadre de la recherche, et
après ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Excusez, oui. Dans tout cela, comme vous venez de dire que nous n'avons pas vraiment de bonnes semences ici chez nous, est-ce que vous allez pallier à cela? Oui, j'ai ma modeste contribution. J'ai des semences tilapia que je propose régulièrement dans des villes où je passe pour des formations. C'est d'ailleurs disponible. Oui, les gens... pardon? Non, pas tout de suite, il faut commander et puis ça suit son cours. Bon, actuellement, la méthode que nous utilisons pour la livraison, c'est l'avion, avec la solution de la route qui est un peu difficile. Mais ça vient par avion. Oui. Partant de Goma. Oui, c'est ça. Je vous en prie. Non, nous faisons l'enlèvement à 0,13 $ la pièce. Mais avec la situation du transport actuellement, bon, il faut prévoir quelques dollars, 2-3 pour le kilo, pour le carton, et c'est tout. Oui. Oui, merci pour la parole accordée. Sinon, j'ai des grandes préoccupations. Oui. La première concerne l'utilisation des hormones pour la production des animaux. La production des hormones, oui, pour la conversion en fait de tous les animaux. Oui. Oui, j'ai posé la question de savoir si cela n'a pas impact négatif sur la physiologie de la reproduction humaine. Bien sûr que oui, ça a un impact. C'est la raison pour laquelle l'utilisation des hormones dans l'inversion sexuelle est proscrite dans certains pays. Il y a des pays qui n'autorisent plus l'utilisation du 17-alpha-méthyltestostérone pour la conversion des poissons en mâle. Vous comprenez? Oui. La deuxième préoccupation, c'était concernant la conversion par choc thermique. Oui. On fait ça avec un chaudière, soit c'est comment? Alors vous voyez, vous connaissez les résistances chauffantes que nous utilisons pour chauffer de l'eau à la maison? Oui. Bon, pas les chaudières, hein. C'est comme sur les articles qui peuvent être publiés. On pourrait avoir beaucoup plus d'informations sur la production dans des systèmes contrôlés par nous, vous voyez, au vous par exemple. C'est ça. Donc retenons 3 espèces pour le moment qui sont maîtrisées. En attendant que j'ai accès à la bibliothèque. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est par rapport au prix des arrivées. Non, 0,1, ça c'est le prix que nous pratiquons, CIF Goma. 0,13 $ la pièce. Bah, actuellement, avec le transport aérien, qui est d'ailleurs la seule voie qui est possible, alors là, nous facturons au kilogramme bien sûr, parce que ça vient dans des cartons. Vous savez, les cartons contiendront de l'eau. Bon, nous ne faisons pas des cartons aussi énormes, nous ferons des petits cartons. On pourra, comme c'est un vol de moins de 45 minutes maximum, on pourrait aller 2000 poissons par carton. Et on s'arrange à calculer la quantité d'eau, le volume d'eau que ça comprend, pour avoir le poids. Et après, on vous fait la facture. Donc vous dites, je veux 5000, je veux 3000 à levain. Alors, les amis là pourront vous faire une facture pro forma de telle quantité d'alevin avec la logistique et le transport. Je crois que le kilogramme partant de Béni pour moi, c'est dans les 1,5 $, au kilo, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est tout. Donc, les salariés, c'est les situations Oui, c'est disponible. même prix. Il n'y a pas de problème. Ce qui s'ajoute, c'est juste le transport. Alors, il n'y a pas moyen de venir produire ça ici avec parce que nous consommons ça beaucoup. Mais si vous avez des moyens pour une écloserie, je suis le bienvenu. Si vous me dites, j'ai ce qu'il me faut pour une écloserie pour produire localement, ça m'intéresse. Oui, vous avez de l'argent? Comment se fait? Nous dépendons de l'Ouganda. Kisangani, Boulia, Béni, Grand Nord, on dépend de l'Ouganda. Et les Ouganais nous tombent. Oui. Parce qu'il n'y a pas vous allez réclamer. Vous savez, l'une des grosses problématiques, parce que ce n'est pas la seule, l'une des grosses problématiques
de l'émergence effectivement de la pisciculture, outre tout ce que nous essayons de dire hier pour notamment la gestion de l'eau, devait aussi penser à la sémence. Vous voyez? Parce que je développais ça il y a quelques temps avec des gens qui sont venus me voir. Quand vous avez des éleveurs avec vous et que vous n'êtes pas en mesure d'évaluer avec certitude son âge, vous voyez, c'est un problème aussi. En principe, dans les endroits où j'ai eu l'occasion de visiter et de passer, en dehors de la RDC, lorsqu'on vous livre des éleveurs, on vous donne une fiche technique de production, comme une carte d'identité qui renseigne l'espèce, la famille, la souche des tilapia, vous voyez, l'âge, le poids, et même on peut aller même plus loin en vous précisant le type d'aliment qui a été utilisé pendant la phase larvaire, en vous recommandant un aliment précis pour la suite. Vous voyez, si on vous donne des aliments de 0,5 ou de 2 grammes de taille, mais dont les aliments en question ont déjà 3 mois ou 4 mois d'âge, vous ne savez pas. Commencez votre projet avec qui c'est le problème. Vous voyez? Parce que des gens qui vont vous commander des aliments qui vont récolter dans la rivière ou le lac sans avoir une assurance de ce qu'ils vous donnent, c'est l'un des freins de la pisciculture aussi. Notamment, vous voyez, parce que si des aliments qu'on vous donne, on n'est pas en mesure de retracer leur origine, c'est ça compliqué de savoir à quel niveau de la production est-ce qu'on se trouve. Est-ce que nous avons des poissons qui sont prédisposés à grandir? Parce que s'il a déjà fait 4 mois dans le milieu naturel et qu'il a toujours 3 grammes ou 5 grammes, pensez-vous que vous allez l'engraisser pendant combien de temps? Donc, il y a aussi cette mauvaise foi que les gens apportent dans l'enlevinage qui n'aide pas aussi à lancer l'activité. Oui. J'ai un ami qui m'a vendu 3 000 à l'effet. Pardon? J'ai un ami qui m'avait vendu 3 000 à l'effet. Oui. Il a fait aujourd'hui, c'est moi, mais je ne sais pas. Vous dites? Quand je commençais à lui envoyer des photos, après 3 mois, je dis courage, je fais mon courage. Non, j'en sais rien. Tant que j'ai pas vu, je ne peux pas. Je vous ai dit ici, je ne suis pas là pour faire l'anti-campagne. J'ai précisé au départ. Je ne ferai jamais l'anti-campagne. Je ne dirai que ce que je connais. Je ne dirai que ce que j'ai vu ailleurs. Et je ne parlerai que de mon expérience personnelle. Et non l'expérience de quelqu'un d'autre. Ce que je vous donne comme information, c'est mon vécu. C'est ma propre expérience. Parce que on ne maîtrise mieux que ce qu'on fait soi-même. On ne peut pas parler du travail des autres, c'est facile à dire. Vous voyez? Donc peut-être, c'est possible que vous ayez reçu une souche pas bonne, possible. C'est possible que vous avez reçu une souche de bonne qualité, mais vous n'avez pas bien encadré. Voyez-vous le type d'aliment que vous m'avez présenté? Si c'est ça que vous avez utilisé, vous attendez quel résultat? Donc, c'est possible. Vous voyez? Monsieur Joël, il y a beaucoup trop d'hypothèses. C'est difficile de viser les pierres sans toutefois avoir plus de précision sur les éléments qui ont été utilisés pour la production. C'est pourquoi, en principe, quand vous appelez un consultant dans votre projet et vous attendez qu'il vous propose des solutions, il doit faire un audit. Il doit auditer en fait tout ce qui est en place, faire un diagnostic de l'exploitation pour déjà comprendre comment ça fonctionne, comprendre quel est le protocole de production que vous mettez en place. C'est quoi votre protocole de production? Quand je me lève le matin, je fais ceci, je fais ceci, je fais ça. Le lendemain, je fais ceci, je fais ça. C'est ma routine depuis 6 mois. Je dois avoir toutes ces informations. Quand j'ai l'itinéraire de production, l'itinéraire technique, il y a d'aucuns qui n'ont même pas d'itinéraire technique de production. Tout ce qu'ils font, c'est ils donnent à manger aux poissons. Le jour qui n'est pas dans la ville de Béni, les poissons ne mangent pas. Après une semaine, il dit bon, j'ai un peu de temps, il faut que j'aille visiter mon champ là. C'est le jour-là qu'il dit ah, même un sac d'aliments dans la voiture, les poissons n'ont pas mangé depuis une semaine. Vous voyez? Maintenant, quand vous lui dites comment est-ce que vous gérez votre exploitation, c'est quoi les itinéraires techniques de production? Il regarde dans les yeux. Mais ça peut quoi ça? Vous me dites quoi là?
Mais comment je vais auditer vos exploitations quand vous n'êtes pas en mesure de me décrire comment vous fonctionnez? Si vous allez voir un médecin, vous ne lui dites pas ce que vous avez comme mal. Comment il va orienter vos examens de laboratoire? Donc, c'est juste des petites brèches comme ça, mais qui sont importantes. Il faut prendre en compte pour réussir ce que vous faites. Ok, il y a plus de questions? Oui, on a déjà beaucoup évolué dans les commentaires, mais ça nous aide à comprendre. Monsieur, bonjour. À vous de c'est par ailleurs. Vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous. Oui, moi je suis ingénieur Kakule Mondial. Je suis ingénieur Kakule Mondial. Je suis. C'est la part du territoire. Donc, lorsque vous avez un projet de pisciculture à territoire, veuillez me contacter. Lorsque vous avez un projet de pisciculture à ville, veuillez me contacter. De toutes les façons, nous travaillons en collaboration. S'il y a un projet d'état piscicole qui est dans les territoires, mais proche de la ville, il peut me déléguer et nous travaillons ensemble. Merci bien. Bienvenue, chef. Chez nous, le chef, c'est un patron. Vous allez quoi, il faut le saluer. C'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Merci d'être venu vous partager avec notre objectif est d'encadrer, de partager le vécu, nos expériences, pour essayer d'apporter notre contribution à tous vos efforts ici. Merci. Alors, nous parlions de la certification thermique. Dans un étant tout à l'heure, nous avons développé quelques éléments pour préciser que dans un étant, il y a des couches qui se créent. Plus la profondeur est énorme, plus la lumière aussi a du mal à se refléter jusqu'au fond, et notamment la matière organique aura du mal à se décomposer. Le mélange des couches d'eau de l'étang est appelé rotation. Le roulement est causé par le refroidissement des eaux de surface, généralement à raison de fortes pluies accompagnées de vents forts pendant un orage. Vous voyez tout à l'heure lorsqu'on a fait. Vous voyez ce schéma? Avec les trois couches là. Alors si on parvenait à mélanger ces couches là, c'est-à-dire à faire de la rotation. Parce que dans les pots d'ionium là, où le niveau d'oxygène est assez faible, et avec une faible température, on a beaucoup de matière organique. Les restes d'aliments, les aliments non consommés, la matière organique qui a été déversée, qui ne s'est pas décomposée. Dans les pays d'ionium, nous avons moyennement ça, et parfois dans la thermopile, il n'y a rien. Alors si on a la possibilité de faire roter l'eau, c'est-à-dire rotation, on fait bouger l'eau, la matière organique en profondeur va remonter, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Et lorsqu'elle va remonter, il y aura un mélange homogène, parce qu'il n'y aura plus de couches. Le milieu sera homogène. D'accord? Et quand ce milieu est homogène, la matière organique qui était enfouie dans les profondeurs se retrouve dans l'ensemble de la pellicule d'eau, et la lumière agit beaucoup plus mieux. Parce que la matière organique ne se retrouve plus emprisonnée dans les profondeurs et incapable d'être décomposée. La meilleure façon d'éviter la stratification thermique est de mélanger l'eau de l'étang avec un aérateur ou un mélangeur d'eau. C'est bon? Voilà une piste de solution pour vous aider à réduire un peu l'effet de la stratification thermique en pisciculture.
C'est ce qui vient d'être dit tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est ça, parce que quel est le rôle de l'aérateur? Quand vous avez déjà vu un aérateur dans un bassin, qui a déjà vu un aérateur dans un bassin? Comment il se comporte? L'aérateur. L'aérateur, c'est un instrument qui souffle de l'eau et souffle. Donc, il tire l'eau dans un récipient et remettre cette eau toujours dans la même récipient. Il fait comment? Il souffle l'eau. Je veux dire, aérateur ici pour parler de l'oxygène en fait. Celui qui supplée de l'oxygène dans l'eau. Oui. Oxygénateur, si vous voulez, j'appelle ça comme ça. Oui. Donc, un aérateur, c'est un oxygénateur. Oui, comment est-ce qu'il fonctionne? Donc, ça fonctionne comment? C'est un instrument ou un dispositif électronique ou électrique qui fait le jet de l'eau. Je vous fais voir un petit film, une filmographie qui pourra présenter un peu une eau en pleine aération. Alors, vous verrez un peu, parce que, vous savez, aujourd'hui, on a plusieurs modèles d'aérateurs. Parce que lorsque nous parlons d'aérateur, beaucoup dans la compréhension se limite à un petit équipement qui permet juste d'apporter de l'eau dans un bassin au sol à la maison. Même les étangs piscicoles. Il y a des aérateurs pour des étangs piscicoles. Oui. Même des lacs, il y a des aérateurs. Vous les voyez à la surface de l'eau et puis ça tourne mécaniquement là. Ça apporte de l'eau. Ça apporte de l'oxygène. Oui. On va faire passer une filmographie pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Ils sont posés à la surface de l'eau avec des pédales. Ça tourne et puis ça fait bouger de l'eau dans tous les sens. Ça apporte de l'oxygène. C'est ce modèle que nous utilisons pour des plans d'eau de grande surface. Mais pour des petites surfaces à la maison ou des petits bassins, en bac au sol ou en tank, vous pouvez faire recours aux petits aérateurs mobiles là, qui ont des tuyaux avec des bulles ou des cailloux à oxygène. Quand vous le laissez tomber dans le bassin, il mousse. Et quand il fait monter, il crée des bulles en ramenant l'eau du bas vers le haut. Mais la filmographie va permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre comment ça fonctionne. Alors, cette mixture permet de régler le problème de sanctification thermique, la différence de température qui existe entre les niveaux d'eau dans le bassin. D'accord? Même si vous avez un étang de 500 mètres carrés, vous pouvez l'aérer avec des équipements. Il y a des aérateurs pour des étangs de grande surface. La première chose à faire serait de mettre d'abord des membranes, les géomembranes HDPE dans les étangs pour limiter les infiltrations. Après, quand vous mettez ces membranes plastiques, maintenant vous mettez de l'eau, vous pouvez mettre les aérateurs. Il n'y a pas de perte d'eau, il n'y a pas d'infiltration. L'eau qui est dans le bassin est maintenue. Ce qui peut changer, c'est la pluviométrie. Peut-être s'il pleut et que l'eau est diluée. Vous voyez? Quelqu'un d'entre vous a la connexion Internet sur son téléphone? Je peux renseigner le type d'aérateur que je présente. Je vous montre juste une photo pour aider dans la compréhension. Personne? Pardon? Non, juste vos téléphones, je peux l'utiliser pour chercher. Et je vous présente rapidement. Mais la filmographie, on le fera le lundi demain. On va faire passer un film pour présenter un peu vous avez vu? Ça c'est un aérateur flottant pour des étangs de grande surface. Regardez comment il se présente. Vous pouvez écrire aérateur étang ou aérateur flottant pour les étangs. Sur
Google, vous verrez quelques photos. Comment est-ce qu'il se... Donc pour ceux qui ont des étangs de grande surface, ça fait office d'aérateur. Et ça se recharge avec, c'est comme ça des batteries aussi. Il peut fonctionner sur batterie, il peut fonctionner sur solaire. Et il permet de résoudre la question d'oxygène, la question de différentes températures. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va progresser. Oui, monsieur. Oui. Je voulais poser la question de savoir. Merci. Je voulais poser la question de savoir si, en défaut des aérateurs, est-ce qu'on ne peut pas planter des plantes pour produire de l'oxygène? Oui, écoutez, vous savez, le défi avec l'apport des espèces aquatiques végétales dans ce milieu, ça serait vous confronter à une autre problématique de compétition, si vous ne contrôlez pas bien les densités. Voyez-vous? Et ça transforme en énergie solaire, en énergie organique. Et les soirs, c'est l'inverse. Pendant cette réaction, qu'est-ce qui est produit comme produit final pour le poisson? C'est l'oxygène dissous. Et dans la nuit, dioxyde de carbone. Alors si vous surpeuplez le plan d'eau avec des plantes aquatiques pour apporter l'oxygène, vous voyez ce que vous allez provoquer dans la nuit après. La compétition entre l'oxygène, la compétition de l'oxygène entre le poisson et l'espèce végétale que vous aurez plantée. De façon naturelle, sur le plan d'eau, il y a des espèces aquatiques comme les nénuphars ou les jacinthes pousses qui ont des capacités de filtration pour filtrer l'eau. Et à un moment donné, même quand ça devient à forte prolifération, il ne faut pas les laisser longtemps là-bas. Sinon, ils vont créer des problèmes avec la consommation d'oxygène. Vous avez compris? La solution la plus facile serait déjà d'installer votre étang dans un environnement où vous avez un bon courant d'air et si possible, apporter aussi un aérateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions. La mortalité du phytoplancton en aquaculture. Beaucoup ne savent pas que le phytoplancton parfois meurt dans le bassin. Parfois vous apportez de la matière organique dans votre étang. Des fientes, de lisier de porc et des grosses de vaches et autres pour, avec la présence de la lumière, développer du plancton en général, qui soit phyto ou zoo, pour l'alimentation des poissons. Mais vous devez savoir aussi que, de la même façon que c'est un être vivant, il vit et il meurt aussi. Et lorsqu'il meurt, il peut devenir aussi problématique pour votre bassin. Vous voyez ce qui est précisé en vert. Après une mort du phytoplancton, l'eau de votre étang va passer du vert à la boue ou à la couleur du thé. Quand vous allez parfois dans le bois de vos étangs, après fertilisation, vous voyez, quand on dit non, la matière organique a agi, la coloration est verdâtre. Il arrive parfois que l'eau de l'étang ressemble à de la boue, n'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Vous avez des étangs qui ont les breux, qui à un moment donné étaient bien fertilisés, mais qui ont viré du vert à la couleur boue. Alors c'est la mortalité du phytoplancton qui est l'une des causes de ce virage, coloration. Alors, les morts complètes ou partielles du phytoplancton sont difficiles à prédire, parce que les causes de ces morts ne sont pas connues. Un agriculteur expérimenté peut dire si la mortalité du phytoplancton est proche par la couleur de l'eau de l'étang, reflétée dans la quantité de phytoplancton dans l'eau. Les niveaux OD, c'est oxygène dissous, que nous avons développé déjà plusieurs fois pendant notre exposé, resteront faibles pendant plusieurs jours. Effectivement, parce que si le phytoplancton est totalement mort dans le milieu, ça va diminuer
le niveau d'oxygène dissous. Pourquoi? Parce que, si je vous continue même pas le développement, quand il y a un boom démographique de phytoplancton, autant pour moi, la densité dans l'eau devient importante. Et ça devient aussi une entrave à la pénétration de la lumière dans le bassin. Donc, pour l'évaluer, généralement, vous parlez du niveau de turbidité ou de transparence. Vous utilisez l'indice de Cichy pour évaluer un peu le niveau de transparence, afin de préciser si le milieu est beaucoup trop chargé ou moins chargé en phytoplancton. C'est la transparence donc, que vous mesurez. Alors, si le phytoplancton est mort en journée, la photosynthèse est presque inefficace. Par conséquent, en journée, il n'y a presque pas d'oxygène. Vous verrez toujours les poissons en train de suffoquer, monter à la surface, chercher l'oxygène, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a le soleil, mais ils sont à la surface en train de chercher l'oxygène? Pourtant, j'ai fertilisé le milieu, pas mort, mais peut-être il est beaucoup trop dense. Il faut peut-être le diluer. Il faut peut-être apporter de l'eau. Si après transparence, vous constatez que le milieu est beaucoup trop chargé, sachez que la pénétration de la lumière, pour aller jusqu'au fond, aura du mal à se faire. Il n'y aura pas d'oxygène. Donc il va falloir contrôler les quantités de phytoplancton dans le milieu. Et si c'est inférieur à la quantité recommandée, vous devez encore fertiliser. Si c'est supérieur, vous devez diluer. Si vous ne diluez pas, vous n'aurez pas de photosynthèse, par conséquent pas d'oxygène. Et quand il n'y a pas d'oxygène dans un bassin pendant quelques temps, le phytoplancton aussi va mourir. Parce que c'est un être vivant qui consomme aussi de l'oxygène. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Je voulais juste, je dirais que c'est un aspect qui me dérange beaucoup. Moi, je connais que la pisciculture, quand on fait un état, donc quand il y a de l'eau, il y a une sortie, déjà, je pense qu'il y a déjà l'oxygène qui se manifeste déjà là. Alors, merci, parce que vous êtes en train de nous ouvrir les oreilles. Et qu'il faut avoir la profondeur un peu maximale, au moins 1 mètre de niveau d'eau. Donc, cette nouvelle eau qui entre, à quoi est-ce qu'elle nous sert? Avec ce que nous sommes en train de l'aération et cette stratification. Vous voyez un étang de... Vous avez déjà visité les étangs de la Sœur? Parce que vous avez dit, vous avez quelle superficie d'étang encore? J'ai 100 mètres sur le terrain. 100 mètres sur le terrain. Vous voyez la superficie? Alors, si vous avez un inlet, entrée-sortie, pensez-vous que le renouvellement peut compter sur ce débit-là pour renouveler tout le plan d'eau en termes de journée? Après combien de temps? Plus le bassin est grand, plus le renouvellement avec l'entrée et sortie est fait. Vous comprenez? Je vais expliquer, attendez, parce que vous avez déjà vu l'idée. Parce que si vous avez un bassin qui commence ici, qui finit à la robe, et il y a une sortie là-bas, il y a l'entrée ici. Vous pensez que l'eau qui entre là prend combien de temps pour renouveler tous les bassins? Moi j'ai précisé que pour les grands plans d'eau, si vous voulez aller, il faut les avoir. Pour les grands plans d'eau. Comment ça? Ouvrir l'entrée, ouvrir la fenêtre, ouvrir la levée, ouvrir la sortie. Cette eau qui coule là,
volume n'est pas très grand. Oui, le renouvellement, aussi la nappe phréatique. Si c'est une nappe phréatique, le renouvellement aussi renouvelle aussi la forme d'oxygène. Et aussi le volume n'est pas très grand. Ce qui entre et qui ressort. L'eau qui entre dans le bassin et ce qui sort n'est-il pas suffisant pour apporter l'oxygène? C'est ça votre question, si j'ai bien compris. Alors, je précisais ici que dans le cas des étangs de l'océan, par exemple, vous avez 100 mètres sur 25. Vous voyez la superficie. Ça fait combien? De mètres carrés. 2500 mètres carrés. Pensez-vous que si vous avez cet étang-là, vous allez absolument et uniquement compter sur l'entrée et la sortie pour apporter l'oxygène? Le plan d'eau est assez grand. Beaucoup trop grand. Vous voyez? Même s'il y a le courant d'air qui apporte de l'oxygène, il ne sera pas suffisant. Vous voyez? Pour des grandes surfaces, ceux qui veulent vraiment, qui disent non, je veux vraiment apporter de l'oxygène, pour des grandes surfaces, c'est des aérateurs. Maintenant, quand vous êtes dans un étang de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 400 mètres carrés de volume, là, si vous comptez sur votre inlet-outlet et que le dimensionnement a été bien fait et que le volume d'eau qui entre est conséquent, ce qui soit conséquent, ça prend pas assez de temps pour se renouveler. L'apport d'oxygène est plus présent. Là, c'est récent, rapidement. Et quand l'ouvrage a été aussi fait sur la nappe phréatique, parfois, dans ce type d'étang, le fait que le renouvellement se fait aussi par le souterrain, ça apporte aussi l'oxygène. Beaucoup plus que dans les étangs qui ne sont pas